Terre de café, Delonghi et Britta présentent À l'origine les voyages de Christophe Servel à la recherche des plus beaux cafés. À l'époque, on cherchait du micro-lot, on voulait tout connaître. Aujourd'hui, de la très haute qualité, il y en a partout. Ce dont on a besoin, c'est des volumes de bons cafés. Le phénomène du café de spécialité, ces cafés qui se distinguent par l'expérience sensorielle unique qu'ils procurent à ceux qui les dégustent, nous vient des États-Unis et arrive en France à la fin des années 2000. Christophe Servel, avec Terre de café, en est l'un des pionniers. À l'origine, raconte 10 années de ses voyages dans les pays producteurs à la recherche des meilleurs cafés. C'est une histoire du café de spécialité, mais aussi des évolutions de cette filière qui bouscule désormais toute l'industrie traditionnelle. Pour comprendre ce qu'est le café et connaître les enjeux des agriculteurs qui le produisent, voyager est vite devenu une nécessité pour Christophe. Son premier voyage a lieu en 2011 au Salvador, dans les régions de Santa Ana et d'Ahuachapan, où se trouvent les fermes El Manzano d'Emilio Lopez et Himalaya de Mauricio Salaverria. Il y découvre 2 manières de faire du café et doit faire un choix, sans s'être imaginé que 10 ans plus tard, le café de spécialité prendrait une place toujours plus importante dans l'industrie du café en France. C'est important de voyager pour un torréfacteur parce que la filière du café de spécialité, en fait, elle a démarré par des relations directes entre des producteurs, des petits à l'époque en général, c'est-à-dire des producteurs qui n'avaient pas accès au marché pour vendre leur café vert, et des torréfacteurs. Donc c'est important parce que c'est un produit vivant. Donc plus on comprend le produit, mieux on sait le transformer et mieux on sait en parler. Et puis, c'est quand même très important de comprendre la base de notre industrie en la vivant. C'est-à-dire les préoccupations des agriculteurs, comment eux ils voient le marché, comment eux ils ont envie de se développer, comment eux ils gèrent des considérations comme la durabilité, les fermentations, bref, d'avoir leur vision, parce que je considère que leur vision plus la vision du torréfacteur, elles sont totalement complémentaires. Le départ, c'est une reconversion dans le café de terroir. C'est-à-dire qu'en 2008, quand je commence à veiller le projet, je ne sais même pas que le café de spécialité, ça existe. Je ne connais pas l'ASCA, je ne connais pas le mot micro-lot, nano-lot. D'ailleurs, à l'époque, il n'y a pas vraiment de nano-lot. Tout ça, pour moi, ça m'était étranger. Il y a des gens qui ont passé 2 ans en Australie ou à New York, ont appris en général des baristas. Moi, c'était pas du tout ça. Mon grand-père était torréfacteur. Ma mère vendait du café dans les années 80, donc quand j'étais ado, j'aidais, je bossais pour gagner 50 francs à l'époque, aller m'acheter des disques ou autre chose. Et donc j'ai appris le métier comme ça. J'allais voir mon grand-père à l'usine qui torréfiait, mais c'était une grosse marque industrielle, ça sentait le brûlé, je m'en souviens très bien. Mais je savais ce que c'était que le café vert. Et à la fin des années 2000, moi j'étais dans la production audiovisuelle et je commençais vraiment à me dire que c'était pas mon truc. J'avais fait beaucoup de marketing au milieu du cinéma et ça j'aimais bien, mais je voulais faire de la production et c'est tellement compliqué. J'avais l'impression de travailler pour rien et puis je me suis retrouvé un matin dans une boutique Nespresso rue Scribe en train d'acheter des capsules parce qu'on avait une grosse réunion et là je n'en reviens pas de ce que je vois, c'est-à-dire des dizaines de gens qui ressortent avec des additions à 400 € avec leurs petites capsules de toutes les couleurs, des mecs en costard cravate, j'ai l'impression de rentrer dans une parfumerie, enfin je savais plus trop où j'étais. Et là j'ai compris quand même qu'il se passait quelque chose sur le café. Tous ces gens-là étaient prêts à mettre beaucoup d'argent pour se faire plaisir quelque part. Après, on peut relativiser le plaisir avec une capsule. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose et après, ça m'a pris seulement 1 an pour monter le projet. Alors, la première gamme Terre de café, elle est née d'une rencontre en fait. Une rencontre de quelqu'un dont on va reparler à mon avis tout au long de nos conversations. C'est Jacques Chambrion. J'ai rencontré Jacques Chambrion par l'intermédiaire de quelqu'un tout à fait par hasard. Et Jacques Chambrion, à l'époque, il importait du café de forêt du Huallaga, d'Éthiopie. J'ai goûté ces cafés. C'était une révélation. Là, vraiment, je comprenais ce que c'était qu'un bon café. C'était merveilleux. Je faisais goûter ça à mes proches. Ils trouvaient ça souvent trop puissant, mais tellement bon. Donc, la gamme, en fait, elle s'est constituée autour de ça. C'est-à-dire que j'ai découvert le café de spécialité par le biais de Jacques, qui lui faisait venir des cafés de forêt du Huallaga, bio, enfin tout bien comme il faut.
et avec une typicité et une complexité incroyable. Donc la gamme, elle s'est construite autour de ça. Mais construire une gamme autour de ça, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Et à l'époque, trouver en France des cafés de spécialité, je voulais pas acheter du café à Nordic Approach ou à des Anglais. Ou moi, j'avais envie de naviguer, de construire quelque chose avec des gens avec moi, quoi. Et donc, je suis allé voir des importateurs français. Quand j'ai vu tout le monde, il en restait un qui avait l'air à peu près de comprendre la volonté qu'on avait de construire une gamme de café de terroir. À l'époque, on parlait vraiment de ça, mais en tout cas traçable. C'était Belco. Le problème chez Belco, c'est que il y avait pas grand-chose, quoi. Quand on avait un Don Jiménez, je me souviens, en République dominicaine, on avait un Datera Brésil. Et puis, autour de ça, il y avait rien. Donc, je me suis retrouvé au début parce qu'il fallait en plus convertir une population, des clients français qui avaient l'habitude de boire des cafés au bistrot. Donc, il y avait de mauvaises habitudes. Donc, je me suis retrouvé à faire d'autres Brésil. Je me souviens, on faisait de l'Inde Malabar moussonné. Aujourd'hui, je peux plus encaisser ce café. On avait, 4 ou 5 cafés vraiment traçables de spécialité. Et les 5 autres, c'était des cafés commerciaux, quoi. Ce qui m'a donné envie de voyager, c'était de voir des caféiers et de voir comment c'était fait le café. Je savais pas, en fait. C'est-à-dire que je racontais à mes clients, oui, alors on récolte à maturité, jamais tout en même temps, on fait sécher, nanana, mais en fait, je répétais bêtement ce que j'avais entendu. Alors j'essayais de bien répéter avec toute la passion qui m'anime encore aujourd'hui, mais je savais rien, quoi. Donc moi, je voulais comprendre. Ça, c'était la première chose. Je voulais comprendre pour pouvoir vraiment en parler à mes clients et arrêter d'être bête, quoi, d'être ignorant. C'est une fois là-bas que j'ai compris l'ampleur du truc et qu'il fallait absolument que je voyage beaucoup pour effectivement, et ça c'est la deuxième raison, mais ça je l'ai compris là-bas, connaître les agriculteurs, connaître les fermiers. Et alors à l'époque, un torréfacteur, ça ne voyageait pas. Personne voyageait. À l'époque, le marché, c'est un marché essentiellement industriel. Il y a un réseau de petits torréfacteurs, les brûleries, ce qu'on appelait les brûleries, qui est en train de mourir en France. La grande distribution contrôle déjà à l'époque 95% du marché. C'est le moment où la capsule, tout le monde pense que ça va tuer tout. D'ailleurs, tous mes proches, quand j'ai dit que j'allais lancer un projet de café en grains, ils m'ont dit « t'es malade, c'est fini, t'es complètement fou ». S'il n'y avait pas eu des gens un peu inconscients qui, à un moment donné, ont fait des paris et ont envie de donner du temps, de consacrer du temps, la scène du café de spécialité, alors elle a commencé différemment. Les torréfacteurs industriels, évidemment, ne voyagent pas. Ils savent même pas ce que c'est que le café, en réalité. Voilà. Jusqu'en les années 70, on achetait son café au Havre, quoi. Personne ne voyageait. C'était les négociants qui allaient sur place et encore. Donc, le marché du café de spécialité tel qu'il est structuré aujourd'hui n'a rien à voir avec le marché jusqu'à la fin des années 2000. Ceux qui voyageaient, c'était en général pour se faire plaisir avec leur famille et faire des livres totalement clichés. Hein. Je ne citerai pas de nom, j'en ai vu encore avec des Africaines, les seins nus. Enfin, c'était assez pitoyable quand même. La veille de partir au Salvador, je suis totalement excité. Je sais pas vraiment ce que je vais voir. C'est un voyage un petit peu compliqué. On passe par Madrid, après on s'arrête au Guatemala, l'avion se pose, on sort tous de l'avion, on re-rentre dans l'avion et on va à San Salvador. Donc on arrive, on est plié. Le mec à la douane, il me pose plein de questions, il est pas très sympathique. Ça faisait 10 ans que j'avais pas parlé espagnol, je lui raconte n'importe quoi. Bref, on passe, on sort de l'aéroport et là vraiment ce qui me frappe, c'est qu'il y a des gens armés partout. On surveille la végétation et je me demandais si ce que je voyais, c'était des caféiers en fait. Et comme je n'osais pas être trop bête en demandant aux autres qui savaient, certains autres, je pense à Alexandre Bélanger qui faisait partie du voyage de Belco à l'époque, ou Angel Barrera qui était là aussi, qui était stagiaire chez Belco à l'époque, j'attendais qu'on me le dise. Et là, quelqu'un dit « Ah, des caféiers !» Alors là, voilà, j'étais sûr d'avoir vu des caféiers. On arrive devant deux miradors, avec des grandes grilles totalement fermées, cadenassées, des mecs avec des fusils, donc on ne sait pas si on arrive dans une prison, dans un camp militaire ou dans une plantation de café. Et c'était une plantation de café, celle d'Emilio.
Emilio, grand, il fait matador un peu, il est grand, il est très à l'aise. À l'époque, pour nous, on était des tout petits torréfacteurs français. Lui, c'était un pionnier du café de spécialité. Donc, il nous fait un speech, il nous accueille, je suis super impressionné, je suis trop content d'être là et tout. Et après, c'est vraiment visite guidée, quoi. Alors, la plantation. Donc, on parle de variété, tout ça. Et puis, surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la transformation. C'est-à-dire, une fois que c'est cueilli, comment ça se passe. Chez Emilio, il y a un patio qui est gigantesque. Je peux pas donner une dimension, mais j'ai des photos. Les hommes qui travaillent, ça ressemble à des fourmis, donc c'est quand même une grosse ferme. On voit des fours aussi, c'est-à-dire qu'on voit des gerbes de fumée. Je demande ce que c'est. En fait, on fait sécher des cafés au four comme ça, à bois. C'est moins poétique que ce que j'avais imaginé. Et puis Emilio commence à nous parler, nous dit qu'il fait du café de spécialité depuis 15 ans, qu'il était distribué beaucoup aux États-Unis, qu'il faisait de plus en plus de volume et que lui, son but, il y arrivait, c'était de produire des très beaux cafés, très haute qualité, sur les mêmes rendements que le Brésil. Voilà, à l'époque, je me dis que le type est très ambitieux. On parle vraiment de volume et de qualité, alors c'est intéressant, mais j'avais pas une très bonne image de ce qui se faisait au Brésil. Je trouvais ça bizarre, quoi. Voilà, c'est tout. Après, on a goûté des cafés, c'était très bon à l'époque. Dès qu'on buvait des cafés clean, bien faits, avec un peu d'arôme et pas trop mal torréfiés, on trouvait ça formidable. Donc j'avais assez peu de recul. C'est après où je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire, tout ça, tout ce que Emilio racontait. Alors la deuxième ferme qu'on a visitée, c'est Finca Himalaya. Et alors là, c'est pas pareil. Là, il y avait pas les petites empanadas comme chez Emilio, il y avait rien. Il y avait un verre d'eau et encore, mais le type est passionné, il dépulpe des cerises en direct pour nous, il nous explique tout, on va dans la plantation, il y a des arbres partout. Ce que j'ai oublié de dire chez Mauricio, c'est que les plantations à l'époque, il n'y a pas un arbre. J'étais loin du café de forêt d'Éthiopie, ça par contre je m'en rendais bien compte. Emilio, il nous parle des arbres qui fixent le nitrogène, les feuilles qui se décomposent, ça lui évite de mettre des engrais chimiques. Là, il y a un discours qui me rappelle celui de certains vignerons, et une passion et l'envie de faire découvrir et la nécessité, surtout, et ça c'est important, la nécessité et l'envie pour lui d'avoir de nouveaux clients, et notamment des Français. Je me souviens toujours d'une phrase qu'il m'a dit, j'ai commencé à discuter avec lui, on était devant ses cafés nature, sur ses lits de séchage avec des cafés nature, des belles cerises toutes noires et tout, et il me disait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te fasse un Bordeaux ou un Bourgogne? Le type me dit ça à moi, donc évidemment ça résonne, et je lui demande, mais comment tu fais? Il me dit, ça dépend. Si tu veux un Bordeaux, ce sera plutôt un café nature, et si tu veux un Bourgogne, ce sera plutôt un café lavé. Ça se discute aujourd'hui, ça. Mais lui, il avait cette approche-là, et donc c'est vraiment pour moi un premier élément de compréhension de ce qu'on pouvait faire avec un process, avec un terroir et un process. Et pour moi, le process fait partie du terroir puisque c'est opéré par des hommes, ce sont des choix humains. Mes repères à l'époque, c'était le vin, donc ce que j'aimais bien chez certains vignerons français, c'est-à-dire des plantations à taille humaine, le fermier qui est au milieu, c'est lui qui va contrôler les fermentations. Son approche qui m'a immédiatement séduite, je sais pas s'il a fait exprès ou pas parce qu'on était français, mais de comparer le café au vin lui-même. Évidemment, la rencontre avec Mauricio, elle est beaucoup plus sensuelle et poétique que la rencontre avec Emilio Lopez, même si j'ai un grand respect pour Emilio Lopez. Il y a une troisième ferme aussi qu'on a pu visiter. C'est la ferme du papa Angel Barrera. Angel Barrera, à l'époque, était stagiaire chez Belco. Et aujourd'hui, c'est le directeur monde sourcing Belco. Donc, il a fait son chemin en 10 ans. C'est aussi intéressant. Et à l'époque, on est allé visiter sa ferme. C'était encore son père qui s'en occupait. Alors, c'était une jolie ferme, moyenne altitude. Mais c'était un peu à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que c'est pas lui qui faisait tout sécher. Ça partait au wet mill à côté. C'était des qualités 82, 83. Donc, à l'époque, c'était en agroforesterie. On avait passé un super bon moment là-bas, mais c'était pas ce que je cherchais. À l'époque, je cherchais vraiment du micro-lot, 100% traçable, mono-variétal, etc.
Mauricio, avec Emilio, étaient vraiment les pionniers du café de spécialité. Et à l'époque, on goûtait même pas les cafés à la ferme. J'ai goûté ces cafés plus tard en France. Sans goûter les cafés, j'ai une attirance naturelle pour Mauricio, et je dois dire que j'ai eu énormément de chance de rencontrer ces deux personnages-là, parce qu'ils ont des visions totalement différentes du café de spécialité, et donc du coup, j'avais enfin des éléments de comparaison. Je pouvais comparer une ferme à rendement, specialty, et une ferme vraiment où le rendement n'est pas privilégié, c'est la qualité qu'on va privilégier. Et une ferme où il y a des arbres partout, une ferme où on a tout rasé. Une ferme où on a des lits de séchage un peu improvisés, et une ferme où on a un super patio carrelé avec des fours et tout. Évidemment que c'est plus intéressant pour quelqu'un, à l'époque, un tout petit torréfacteur comme moi, petit entrepreneur avec sa petite boutique dans le Marais, d'aller vers Mauricio que d'aller vers Emilio. On a travaillé un petit peu avec Emilio quand même, parce que il y a un moment, rapidement, en fait, il nous a fallu un peu de volume. Ça a duré 2 ans, après on a arrêté. Mais à l'époque, évidemment que mon choix se porte sur Mauricio parce que j'ai un point de comparaison. Je me rends compte d'une chose, c'est que le café de spécialité, il y a 2 manières d'en faire. Il y a une manière productiviste, où on s'embête pas trop avec la nature, où on va booster la nature, et il y a une manière beaucoup plus amoureuse, sensuelle, écologique de faire du café. Déjà à l'époque, il fallait un peu de volume, c'était Emilio, et de la qualité en tasse. Et puis, il fallait des artistes comme Mauricio. Mais Mauricio, c'est un artiste qui a su grandir. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On a besoin de volume. Est-ce que le volume, c'est des artistes qui savent grandir? Ou est-ce que ce sont des agriculteurs, entrepreneurs, productivistes? Ça, c'est une vraie question. Donc, ce premier voyage à l'origine, alors il y a des hasards dans la vie, c'était il y a 10 ans. Et j'y suis retourné en 2022, 10 ans après. Et c'est toujours intéressant d'avoir du recul sur des périodes comme ça, une décennie. Et ce qui s'est dit ou vu il y a 10 ans, et ce qui s'est dit ou vu il y a 2 semaines, reflète totalement l'évolution de notre filière du café de spécialité. À l'époque, on cherchait du micro-lot, on voulait tout connaître. On cherchait de la très haute qualité, il y en avait assez peu. Aujourd'hui, de la très haute qualité, il y en a partout. On sait, dans tous les pays caféiers, faire des beaux cafés, des très beaux cafés, des sublimes cafés, les répéter année après année. Et ça, c'est assez récent. On a acquis cette maîtrise-là. Et aujourd'hui, sur un marché en forte croissance, ce dont on a besoin, c'est des volumes de bons cafés. Alors, il faut savoir qu'Emilio, il est un peu revenu de son productivisme, puisqu'il y a une grosse sécheresse au Salvador il y a 2 ans. Il a perdu 1/4 ou 1/3 de ses caféiers. Et ce qu'il a fait, il a acheté je ne sais pas combien de milliers d'arbres pour replanter des arbres. Donc il est revenu en arrière. Et il a une vision totalement différente. Mais il sait que pour que ce soit durable, il fallait qu'il change quelque chose. La nature, à un moment donné, elle vous rattrape. Donc ça, c'est intéressant. Emilio est toujours aussi gros, il vend du café partout, mais il le fait un petit peu différemment. Quant à Mauricio, donc je l'ai revu, à l'époque il faisait 5 containers, aujourd'hui il en fait 15. Il fait 15 containers de très très beaux cafés. Il a su croître de manière harmonieuse. Il va pas faire de la surproduction. Il a les moyens aujourd'hui de racheter des terres. Donc, s'il veut faire plus de volume, il rachète des fermes et il fait plus de volume sur plus d'hectares. Il a agrandi son wet mill, ça s'appelle le wet mill. Ce sont les endroits où on fait sécher le café. Il a pris un autre endroit de séchage pour terminer ses cafés un peu plus bas dans la vallée. Donc, il sait croître harmonieusement. Il y a de plus en plus de clients, des très beaux clients, comme nous, évidemment. Aujourd'hui, Mauricio gagne très très bien sa vie. Il n'a pas renié ses principes et il se met en ordre de bataille pour produire un petit peu plus parce que le marché du café de spécialité grossit assez rapidement. À l'origine remercie Britta et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florent Sauvestre avec les musiques de Yok Mok.
Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.